Bonsoir à toutes et à tous. La réclusion à perpétuité pour le meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye, en verdict qui satisfait certains membres de la famille de la défunte, membres du Conseil économique, social et environnemental. D'autres, par contre, regrettent le fait que des noms cités dans cette affaire ne soient pas entendus. Guy Marius Sagna reste en prison. Ses deux camarades, par contre, bénéficient d'une liberté provisoire. L'avocat de la défense parle de violation de l'article 139 du Code de procédure pénale. Moustapha Diakhaté exclu de l'APR pour agissements et propos séditieux. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qualifie cet acte de farce et renvoie ses détracteurs au texte du parti. Et puis en sport, le Sénégal connaît ses adversaires pour la première phase des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Les Lions partagent le groupe H avec le Congo, le Togo et la Namibie. Et puis en basket, Moustapha Gueye de retour chez les filles. Porfirio Fissac de Diego en fait de même chez les garçons. On en parle dans la page des sports. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en verdict qui satisfait certains membres de la famille. D'autres par contre se désolent du fait que des noms cités dans cette affaire ne soient pas évoqués dans la procédure. Je propose de suivre ce reportage signé sur place Maguette Souare Diallo et Diafaraba. La sentence est tombée. Samba Sow, condamné à la prison à perpétuité dans le meurtre de feu Fatoumata Mactar Ndiaye, une lourde peine qui divise pourtant la famille de la victime. Je pense que tel que soit quand même le verdict, nous respectons la justice. Donc nous fions et vraiment nous acceptons le verdict. On n'est pas du tout satisfait. Même si Samba avait tué, même si on l'avait exécuté, on ne peut pas être satisfait. Personne ne sait ce qui s'est passé dans la chambre. Toutes les personnes qui ont passé la nuit dans cette maison ne savent pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Amadou Mactar Ndiaye, frère de la victime, soulève des ondes d'ombre dans la procédure. Il plaide pour une réouverture du procès. Qu'est-ce qu'on cache dans ces pays-là? Qui protestons? On soupçonne des commanditaires jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, on soupçonne des commanditaires. Depuis 3 ans, Samba Sow cite 2 noms, dont sa tante, de même père et de même mère que son père. Et la députée Aounian. On demande que le juge, parce que la police a fait son travail, la police fait ce qu'on lui demande. C'était au juge d'instruction de l'appeler et d'éclaircir cette nébuleuse. S'il le faut, oui, il faut que ce soit clair. Face au juge, Samba Sow avait apporté des éléments nouveaux dans le dossier, en citant Aounian, questeur à l'Assemblée nationale, d'avoir commandité l'assassinat de celle qui fut la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et toujours sur le chapitre judiciaire, Guy Marius Sagna reste en prison. Ses deux camarades Ousmane Sarr et Fallou Galassek, eux, par contre, ont bénéficié d'une liberté provisoire. L'avocat de la défense, maître Moussa Sarr, parle de violation de l'article 139 du Code de procédure pénale. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Maguette Souare Diallo. Bon, écoutez, c'est pourquoi nous avons interjeté appel. Nous avons interjeté appel pour faire observer que nous étions surpris et étonnés. Et dans une situation même incompréhensible, que des mêmes citoyens soient arrêtés dans des mêmes circonstances de temps et de lieu. Pour l'essentiel, les 8 poursuivis pour le même chef d'inculpation, participation à une manifestation non autorisée, et que certains puissent bénéficier d'une liberté provisoire et que les autres non. Nous avons fait observer tout cela à la chambre d'accusation. Et puis en politique, Moustapha Diakhaté exclut de l'APR, une décision du Conseil de discipline du parti qui lui reproche ses agissements et propos séditieux. Cela intervient au lendemain de la création d'un courant ou mouvement au sein de la formation politique dirigée par le président de la République. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abdoumbo, membre de l'APR, interrogé par Chérif Dia. Les articles 3, 4, 14, 19 et 20 des statuts de l'Alliance pour la République, mais aussi les articles 20 et quand même 26 du règlement intérieur de l'Alliance pour la République. Constatant les agissements et propos séditieux, fractionnistes et récurrents du camarade Moustapha Diakhaté, la commission de discipline a décidé l'exclusion pure et simple
et définitivement du camarade Moustapha Diakhaté dans les rangs de l'Alliance pour la République. Chaque parti a son mode de fonctionnement, chaque parti a ses statuts et règlements intérieurs. Notre parti ne prévoit pas d'entendre un peu de l'audition de la personne, mais de constat. Parce que ça aussi, il faut que les gens le fassent. J'ai entendu même le concerné lui-même dire qu'il n'a pas été entendu. Il croit qu'il est toujours au Parti démocratique sénégalais, il croit que c'est toujours Wachok Alternance, mais l'Alliance pour la République n'est pas le Parti démocratique sénégalais. Donc nous n'avons pas les mêmes statuts ni le même règlement intérieur. Donc il faudrait savoir qu'on a scrupuleusement respecté les statuts et règlements intérieurs de notre parti. Voilà ce qui motive notre décision. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est plus membre de notre organisation ne peut plus engager le parti. Tout ce qu'il dit, il le dit à son propre compte. Nous n'avons aucun commentaire par rapport à ce qu'il dit parce qu'il ne fait plus partie de notre organisation. Puis l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qualifie cet acte de farce et renvoie ses détracteurs au texte de l'APR. Il a rencontré nos reporters Pape Faraning et Ibo Cissé. La décision de la commission de discipline de l'APR est nulle et non avenue selon le concerné. Moustapha Diakhaté qualifie cet acte de farce. Une provocation, une diversion, un acte illégal, nul et non avenu. Si c'est pour me divertir, ils perdent leur temps. L'acte qu'ils ont posé est un acte illégal. Vous savez qu'un acte illégal n'a pas d'effet juridique. Et ils le savent. Parce que quand même, je connais bien le statut et le réglementaire de ce parti. L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se considère toujours comme membre de l'APR et renvoie ses détracteurs au texte du parti. Ban texte moo tere nit créé mouvement ci parti bi amul ñaata mouvement ñoo ne ci parti bi même ñi mujj ñëw bëgg dem sax créé nañ mouvement. Dans les réglementaires de notre parti, dans le statut de notre parti, il n'existe pas un porte-parole adjoint. Il n'a pas de qualité pour parler au nom du parti. Il précise aussi la création d'un tel mouvement. Nous l'avons fait à partir de constats, de plusieurs dysfonctionnements dans le parti, et notamment de violations systématiques de toutes les dispositions statutaires et réglementaires depuis 11 ans. Et nous estimons qu'un parti politique digne de ce nom doit vivre selon ses statuts et son règlement intérieur. En somme, c'est les statuts et les règlements qui doivent structurer la structuration, l'organisation et le fonctionnement du parti, ce qui malheureusement il n'en est rien. Le président du mouvement Manko Taxawu Sunu APR donne rendez-vous aux Sénégalais ce jeudi pour officialiser son mouvement. Puis le Forum des justiciables dénonce l'accaparement du dialogue national par les hommes politiques. Pour son président, la configuration des comités n'est pas à la faveur des préoccupations sociales, ce qui n'est pas du goût de la société civile. Boubacar Ba, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Gervais Yao et Aminata Mbaresso. Le dialogue national ne peut pas se limiter uniquement aux hommes politiques. Et nous avons noté qu'il y a un accaparement de ce dialogue-là, de ce dialogue national par les hommes politiques. La société civile, aucune considération aujourd'hui n'est donnée à la société civile. Dans la manière, en tout cas, de nommer les présidents des commissions, mais également dans la manière où on a vu que le bureau a été installé, c'est cette démarche-là que nous dénonçons. Ça a été en tout cas des concertations entre hommes politiques, des concertations par affinité. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et je rappelle, et là je lance un appel à l'endroit du président de la République, mais également à l'endroit de l'opinion nationale, pour qu'il sache que la société civile ne va pas accepter d'être un faire-valoir. Si aujourd'hui, ce dialogue-là n'a pas une dimension nationale, la société civile va se retirer. Parlons de toute autre chose à présent avec les taxés d'occupation illégale qui apportent la réplique au collectif des déplacés de Diakhaï. Ces nécessiteux refusent de quitter les lieux. Au nombre de 250 pères de famille, ils demandent l'arbitrage du chef de l'État. Leur porte-parole, Ismaël Diaby Diakhaté, on parle au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Vous voyez, donc nous on est venu, on n'est pas venu directement habiter ces maisons, on est venu à Diakhaï dans la communauté à la recherche de loyer, où mettre nos familles. C'est en ce moment qu'on a retrouvé ces maisons abandonnées, utilisées par des populations comme dépotoirs des ordures. Ils étaient n'importe quoi là-bas. Donc on s'est décidé avec nos familles, nettoyer ces maisons, enlever tous ces pourritures qui étaient là-dedans. Allez, on s'est habité, mais malheureusement dès qu'on a rendu les milieux propres, vivable, agréable, voilà, les autres sont venus, ils vont nous déguerpir de la maison. Vous voyez, c'est pas sérieux. On n'a pas de papier, mais comme les autres aussi n'ont pas de papier.
Parce que moi je pose la question à tous les Sénégalais, où on a écrit dans la Constitution du Sénégal que tu dois construire une maison dans un endroit et si la pluie arrive, il prend ta... Et puis plus de 40 villages de Dibidjon coupés du reste du pays à cause d'un pont qui menace ruine, suffisant pour que les jeunes de la localité montent au créneau pour dénoncer cette situation. Leur porte-parole Ibrahima Sané en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Vous constatez avec nous aujourd'hui par rapport à l'état du pont. Le pourquoi on est venu ici faire notre point de presse ici au niveau du pont de Dibidjon, parce que le pont de Dibidjon est catastrophique. Le pont de Dibidjon est catastrophique. La commune de Dibidjon constitue presque 56 villages, dont les 90% des villages de cette commune sont de l'autre côté. Cela veut dire à l'instant qu'on parle, ils ne sont pas accessibles au niveau de la commune. Du coup, par rapport à leurs produits agricoles, à leurs investissements, en tout cas, leur activité économique est suspendue à cause de ce pont. L'État l'État ne regarde pas vers Dibidjon. Nous, on ne peut pas comprendre, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on est né dans cette souffrance et on va mourir dans cette souffrance. Nous, jeunes, on doit se battre pour montrer à l'État que nous existons. Parce que le FONI ne peut pas continuer de subir le manque de considération de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le pont de Dibidjon nous a complètement détruits. Je parle du FONI, mais Dibidjon est la seule commune qui n'a pas de courant. Dibidjon est la seule commune qui n'a pas d'eau. Dibidjon est la seule commune dont les populations ont du mal à venir exercer leurs activités citoyennes au niveau de cette commune. Armée 2025, c'est la nouvelle stratégie nationale de la sécurité pour plus de stabilité au Sénégal. Et pour atteindre cet objectif, les autorités comptent sur le concept sécurité et développement pour prévenir les risques. Volonté exprimée ce matin lors de l'ouverture de la session 2020 du CHEDS. Chérifia et Pape Sangonembey y étaient pour nous. La prévention de l'extrémisme au centre du cours inaugural de la session 2020 du Centre des hautes études diplomatiques et stratégiques, une formation à sécurité pour permettre aux auditeurs du CHEDS de relever les défis qui interpellent notre pays. Le président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, qui dans le cadre du programme 2025 a voulu que l'ensemble de nos armées soient prêtes au niveau à la fois opérationnel, mais également et la capacité dissuasive, mais réactive face à ces défis. Vous avez parlé de la question de sécurité humaine. Ça englobe à la fois donc, les hommes et les femmes, les civils et donc les militaires, qu'ils puissent donc à travers cette formation-là, pour avoir les bons réflexes. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité avec la cybercriminalité, on a besoin que les populations soient impliquées elles-mêmes. Point de développement sans sécurité et vice-versa. Les autorités politiques et militaires en sont conscientes. Du coup, elles s'engagent à corriger les disparités entre les différentes localités du pays en donnant plus d'opportunités à celles situées en zone frontalière. Développement et sécurité vont ensemble. Et vous regardez un peu l'environnement de la sous-région, là où les événements malheureux se déroulent très souvent, c'est des zones qui sont abandonnées, où il n'y a pas de perspective, d'où la nécessité pour tous nos États de prendre en compte en fait tous ces problèmes majeurs, de construire des services sociaux de base et de peut-être retenir les populations sur place par des actions de développement. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, aujourd'hui, nous avons suffisamment d'exemples qui nous permettent de donner des exemples avec des programmes qui permettent aux jeunes, aux femmes, aux populations de ces environs de pouvoir trouver un désenclavement qui leur permette d'écouler leurs produits, mais également de pouvoir, sur place, trouver tout ce dont ils ont besoin pour avoir le minimum vital. Le tout militaire n'est pas seulement la solution face à l'extrémisme violent, d'où la mise en place d'une nouvelle stratégie nationale de sécurité, nom de code, armée 2020-2025 pour la stabilité du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur, lui, exhorte ses troupes à mutualiser leurs moyens pour mieux garantir la sécurité des populations. C'était cet après-midi en marge d'une cérémonie où le ministère a tenu à gratifier ses agents. Alim Gouingaï, que je vous propose d'écouter au micro d'Abib Faye et Abba Kamara. Avec l'entrée en vigueur cette année des réformes financières édictées par l'UEMOA et qui consacrent le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques, le Sénégal veut impulser le culte de la performance dans la gestion des finances publiques en consacrant, entre autres, le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats et l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuelle pour la gestion efficace des ressources publiques.
Pour ce faire, le département devra poursuivre les objectifs fixés par la politique arrêtée par le chef de l'État en matière d'administration territoriale, de sécurité intérieure, de police administrative, de défense civile et d'organisation des élections à travers la mise en œuvre de 6 programmes budgétaires. On vous en parlait hier dans cette édition avec le décret du chef de l'État sur les activités liées à la boulangerie à Saint-Louis. Les acteurs du secteur saluent la mesure et plutôt espient les réorganisations du milieu, disent-ils, sont une urgence. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, particulièrement dans les boulangeries et pâtisseries, les acteurs saluent le nouveau décret qui vise à encadrer les activités de production, de distribution et de vente des produits dans le secteur. La Fédération de Saint-Louis a toujours porté ce combat pour la réglementation du secteur. On applaudit ces mesures d'hygiène. À Saint-Keba, à la boulangerie Mamadou Gueye et dans une pâtisserie de la place, les gérants rappellent aux acteurs les rôles qu'ils doivent jouer pour respecter les mesures d'hygiène requises. Il faut une réorganisation du secteur. C'est pourquoi je demande à tous les boulangers de respecter ces mesures. Il ne faut pas négliger l'hygiène dans nos entreprises parce que c'est primordial. Parce que l'hygiène est primordiale. Donc dans ce domaine, dans la restauration, on nous a appris l'hygiène en restauration. Donc la restauration rime avec l'hygiène. Danger. Donc il faut respecter l'hygiène d'abord. Il faut se battre pour ça. Quand il y a l'hygiène, on a une vie saine. S'il n'y a pas l'hygiène, la vie n'est pas saine. Dans certaines boulangeries, les normes d'hygiène ne sont pas respectées. Du coup, la vente du pain par les marchands tabliers et dans les boutiques ne disposant pas d'aménagement et de personnel prévu à cet effet est interdite. Une mesure saluée par les acteurs de Saint-Louis. Le pain n'est pas un produit qu'on peut laver. Donc il faut de l'hygiène pour nourrir des milliers de personnes qui achètent nos produits. Les boulangers doivent aussi jouer un rôle essentiel pour rendre leur entreprise salubre et accueillante. La Fédération des boulangers de Saint-Louis demande aussi au gouvernement d'appliquer à la lettre ce décret. Les boulangers attendent maintenant l'application de ce décret dans les règles de l'art. Il ne faut pas le jeter dans les tiroirs. Le président a toujours signé des décrets, mais sans suite. Et cette fois-ci, nous voulons qu'il soit appliqué. On ne peut pas comprendre que des vendeurs de produits toxiques vendent également le pain. C'est inadmissible. L'encadrement des activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie est aujourd'hui le combat du gouvernement. Les acteurs invitent surtout les autorités à prendre des mesures idoines pour le respect du décret signé par le chef de l'État. Le projet à Yelitare comprenait par là le développement porté par les communautés qui va arriver donc à son terme cette année, mais déjà d'importantes perspectives sont envisagées. Il faut rappeler qu'il a permis d'enregistrer d'importants résultats dans l'élevage et la santé. Mohamed Samb, Dili Diémé nous en disent davantage. C'est un village pas du tout comme les autres. Le Yelitare. Ici, chaque personne jouit d'un état nutritionnel optimal. Après 4 ans, le projet de développement communautaire porte ses fruits. C'est aussi l'occasion d'apporter un appui économique aux familles en développant des espaces, des périmètres agricoles, en apportant un appui aux activités de pastoralisme, en développant des points d'eau. Maintenant, nous sommes dans une logique qui est destinée à compléter cet effort, une logique d'appui budgétaire où, en partenariat direct avec le gouvernement du Sénégal, on essaye d'inscrire ces interventions dans une longue durée et aussi de manière à ce que le gouvernement puisse se l'approprier au niveau de ses politiques sectorielles. Dans la lutte contre la malnutrition, le nord du Sénégal est une zone privilégiée. Je vous ai cité tout à l'heure la Banque mondiale avec le nouvel investissement qui commence en 2020 de 35 millions de dollars directement pour la nutrition. L'Union européenne et la coopération espagnole dans le cadre de Yelitare, c'est 10 millions d'euros sur les 3 années du projet qui finissent donc en 2020. Pour rendre le projet Yelitare durable, la cellule de lutte contre la malnutrition et ses partenaires envisagent d'importantes perspectives. On a un engagement
et avec le gouvernement du Sénégal, parce qu'on a signé le mois de septembre 2019 les nouvelles cadres d'association pays. Donc on s'est engagé de nouveau avec le Sénégal pour les prochaines 5 années, renforcer la résilience au niveau des communautés, donc continuer à travailler aussi dans des projets qui vont redynamiser, consolider et je vais dire complémenter ce que le Jélitari a fait jusqu'à présent. Donc on a déjà engagé un important projet d'eau et assainissement. On a aussi engagé un projet aussi au nord avec le fort pour l'optimisation des points d'eau. Le renforcement de la résilience des populations rurales, une préoccupation majeure de politique publique au Sénégal. Le poisson séché, appelé kétia en langue locale, de plus en plus cher sur le marché. Pourtant, il fut un temps, ce n'était qu'un aliment de substitut bon marché. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un produit de luxe. Nos reporters Fatou Bintou Conté et Gervais Yao ont fait un tour au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. Reportage. En cas de rareté ou de cherté du poisson au marché, la ménagère se rabattait sur le poisson fumé. Connu sous le nom de kétia sous nos cieux, malheureusement, il est devenu une denrée rare et coûteuse. Le poisson séché coûte très cher actuellement. Il est impossible même d'en trouver sur le marché. Je ne sais pas exactement les raisons de cette hausse du prix. C'est vraiment très cher, plus cher que la viande même. Les ménagères faisaient recours aux poissons séchés parce que c'était beaucoup plus accessible. Mais là, avec cette situation, ça va être beaucoup plus compliqué. Aux grandes dents des ménagères qui ne savent plus à quel sein se vouer. Il arrive que les clientes marchandent et souvent même elles refusent d'acheter tellement le prix est élevé. Le prix du poisson fumé appelé kétia est actuellement très cher à la source, alors que ce n'était pas le cas. Le panier nous revient à 40 000 francs. Et cela dépend du poids. Parfois. Ça dépend du poids et kilo il faut. Le panier que j'ai acheté coûtait 25 000 francs et c'était un petit panier. Ainsi, ces commerçantes sont obligées de le revendre à des prix un peu exorbitants pour les populations. En un temps, je vendais le kilo à 75 francs, 125 francs ou 175 francs. Actuellement, le kilogramme se vend à 1000 francs ou 1200. Le panier de la ménagère, tous les jours, subit de sacrés coups. Les produits grimpent de façon vertigineuse sur le marché et la population en ressent les effets. Merci à vous Fatou Bintou Conté. Dakar abrite en ce moment le congrès international d'urologie et le but est d'améliorer les expériences mais aussi à tout un chacun de savoir les nouvelles avancées dans ce domaine. Là-dessus, nous écoutons les explications de Pape Ahmed Fall. Il est le secrétaire général de l'association sénégalaise d'urologie, interrogé par Fatimata Touré et Modou Diop. On a commencé ce matin parce qu'il y a eu des ateliers pratiques, il y a eu des interventions chirurgicales qui ont été réalisées et qui continuent d'être réalisées parce qu'il y a des experts qui sont là actuellement au niveau du bloc. Nous sommes actuellement au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye. Ceux qui sont en train d'opérer là viennent de Tunisie. Ils sont en train d'opérer des patients qui ont des pathologies liées à la lithiase urinaire. Et il y a eu également des interventions chirurgicales qui se sont passées au niveau de l'hôpital principal avec des patients qui ont été opérés du cancer de la prostate. Et la deuxième partie qui commencera le jeudi, vendredi, elle va être consacrée à des communications scientifiques, à une conférence et puis où on a prévu des participants, au moins 250 à 300 participants et venant d'une dizaine ou d'une douzaine de pays limitrophes ou un peu plus éloignés. Et donc ce sera l'occasion de discuter de beaucoup de sujets, de faire le point sur les avancées sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Et à l'issue de ça, nous allons peut-être tirer des conclusions qui vont nous permettre d'améliorer la prise en charge de nos patients. Culture à présent, la galerie Ourouss présente Retrouvailles. C'est une exposition d'une vingtaine d'œuvres de peinture et de sculpture. Nos reporters Aïssatou Paye et Mohamed Dian y ont fait un tour. Quand les artistes Sayo et Koné se retrouvent à la galerie Ourouss, la rencontre est riche et créative. Leur exposition Retrouvailles, pleine de signification. Tout le sens symbolique des retrouvailles, est constitué de 22 œuvres, des tableaux et des sculptures. Mais dans sa texture et sa chromatique
on peut comprendre dans quelle mesure les artistes sont préoccupés par rapport aux préoccupations de leur terroir, aux faits historiques, aux phénomènes urbains, environnement de manière générale. Donc de tableau en tableau, ce sont un peu les thématiques qui sont usitées par les artistes. D'un côté, un retour en arrière, un appel au retour aux sources. J'aime aussi jouer sur les musiques parce que mon père est mandarin. Donc les éléments, voilà, il y a justement les éléments, les instruments qui montrent que l'origine de ces instruments montre que l'artiste est quelque part ça ou ça. Bon, les bergers aussi, j'ai une part. Vous faites au retour aux traditions, mais en maintenant, de toute façon, tu vois, nos réalités, ce qui se passe, vivre ce qui se passe, mais aussi laisser un peu d'esprit pour ce qui se passe. Voilà, je me traduis moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché le métal. Parce que j'avais un problème de santé. Depuis 2007, je n'ai pas touché le métal. Pas tout le monde l'a beaucoup. L'exposition Retrouvailles va se tenir jusqu'au 21 janvier. Une semaine encore pour découvrir les merveilles de Khassim, Koné, Sayo et Moussa. L'actualité internationale, c'est en 4 points essentiels avec le Gabon qui se prépare à l'après-pétrole avec une forte production de manganèse. La deuxième journée consécutive de manifestation en Irak. La condamnation de l'ancien chef d'Interpol à 13 ans de prison au moment où aux États-Unis, le Sénat abrite la première journée d'audience du procès de Donald Trump. C'est avec Daniel Diouf. Le Gabon en passe de devenir deuxième producteur mondial de manganèse après l'Afrique du Sud. Libreville, qui a révisé récemment son code minier jugé très attractif, attire de nouveaux investisseurs. Fin décembre 2019, le pays a signé une nouvelle convention avec une société indienne. Le Gabon, où les syndicats de travailleurs d'entreprises parapubliques et privées prévoient d'ailleurs une grève générale nationale à partir de jeudi, et ce jusqu'au 27 janvier. Ces syndicats s'inquiètent du projet de révision du Code du travail par le gouvernement qui juge nécessaire de moderniser le texte. Pour la deuxième journée consécutive, les manifestations ont repris à Bagdad, à Nassiriya, Amara, Diwania, Kout et Bassora. Un manifestant a été tué ce mardi à Bagdad, selon des médecins. Il est décédé après avoir reçu un tir de gaz lacrymogène. Le mouvement de contestation a bloqué des routes pour faire pression sur le gouvernement irakien et obtenir de profondes réformes. Et puis, celui qui a été le premier Chinois à la tête d'Interpol accusé de corruption a été condamné mardi à 13 ans et demi de prison par un tribunal chinois. Pékin précise qu'il avait été détenu dans le cadre de la campagne contre la corruption lancée par le président Xi Jinping. L'homme qui a d'ailleurs admis avoir reçu plus de 2 millions de dollars en pots de vin. La justice chinoise a ordonné à cet homme de 56 ans, ancien chef d'Interpol, de payer une amende de 2 millions de yuan, soit quelques 289 000 dollars. Enfin, première journée d'audience effective du procès historique de Donald Trump ce mardi. C'est au Sénat américain que se tiennent les débats. 100 élus de la Chambre haute doivent décider si le président américain s'est rendu coupable d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès dans le cadre de l'affaire ukrainienne. L'opposition démocrate réclame sa destitution tandis que la majorité républicaine est déterminée à l'acquitter, si possible au pas de course. Donald Trump sera physiquement absent des audiences au Sénat, représenté par une équipe d'avocats. La page des sports à présent avec du football. Tout d'abord, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, zone Afrique. Les 10 groupes sont connus. Le Sénégal est logé dans le groupe H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo. Le groupe de la mort et le groupe D, donc, qui va réunir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. La première journée de ces éliminatoires est prévue au mois d'octobre prochain et les vainqueurs de chaque groupe vont
se croiser pour des barrages. À l'issue, on connaîtra les 5 pays africains qui vont représenter le continent à la Coupe du Monde. Basketball à présent, l'Espagnol Porfirio Fisac de Diego effectue son comeback à la tête des Lions du Sénégal. Le choix est entériné par le directeur technique national Moustapha Gueye qui prend les rênes de l'équipe féminine. Ce dernier a également décliné sa feuille de route lors d'une conférence de presse. C'était ce matin. Sur Sadibou Diarra, Tierno Laurent Mendy. Les nouveaux attelages techniques des équipes nationales de basketball du Sénégal révélés. Moustapha Gueye, le directeur technique national, cumule avec le poste du sélectionneur des Lions, alors que le technicien espagnol Porfirio Fisac effectue son retour à la tête des Lions. Il y a l'enjeu de l'Afro-Basket 2021. On cherche à les gagner. On ne cherche pas pour les être 4e ou 5e. Je me suis dit non, il faut chercher quelqu'un qui a plus de vécu, qui est plus expérimenté. Et notre choix s'est porté sur Porfirio, qui connaît l'équipe, qui a connu le basket africain et qui certainement, on l'espère, fera mieux en termes de résultats. Mais c'est le 3e meilleur entraîneur en Espagne. Saragossa, c'est le 3e club en Espagne. Puisque l'entraîneur que je suis, j'ai des tâches aussi administratives, nous avons créé un poste manager pour l'équipe nationale féminine. Ce poste est confié à Astou Ndiaye. Au cours de son face-à-face avec la presse, le directeur technique national a également fixé ses priorités dans les 2 prochaines années. Le retour à la base des techniciens, entre autres. Individuellement, je l'ai dit, et je l'ai dit collectivement aussi, en réunion sectorielle, que nous devons donner l'exemple en descendant sur le terrain. Les entraînements des sélections régionales, U16, U18, nous ne devons pas les laisser aux plus jeunes. Il faut assurer ça et il faut assurer la vitrine, améliorer les résultats des équipes nationales. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La prise de parole du nouveau directeur technique national marque le début d'une année 2020 extrêmement chargée pour le basketball sénégalais. Au programme, les qualifications aux Jeux Olympiques et aux Afro-Basket. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. À présent, la deuxième partie de Soir d'Info avec vous, Aram Touré, avec un féru de basket comme invité, mais j'imagine que ce n'est pas la raison de sa venue. Merci bien, cher